Le 28 juin 1914, à Sarajevo, capitale provinciale de la Bosnie-Herzégovine administrée par l'Empire austro-hongrois depuis son annexion officielle en 1908, une série d'événements dont la portée immédiate semblait circonscrite à une visite protocolaire allait progressivement se transformer en un basculement majeur de l'histoire européenne et mondiale. Ce jour-là, l'archiduc François Ferdinand, héritier direct du trône des Habsbourg, accompagné de son épouse Sophie Chotek, duchesse de Hohenberg, entreprend un déplacement officiel dans une région politiquement instable, marquée par des tensions ethniques, religieuses et nationales profondément enracinées, dans un contexte où les aspirations des populations slaves du Sud se heurtent aux ambitions impériales de Vienne, et où l'équilibre déjà fragile des puissances européennes est soumis à des forces de désagrégation accumulées depuis plusieurs décennies, notamment depuis les crises balkaniques du début du XXe siècle et la montée en puissance de mouvements nationalistes structurés. La visite de l'archiduc ne relève pas d'un simple déplacement symbolique, elle intervient dans un moment stratégique où l'Empire austro-hongrois cherche à affirmer son autorité sur des territoires contestés tout en démontrant sa capacité à maintenir l'ordre face à des mouvements révolutionnaires croissants. Cette démonstration de souveraineté est cependant perçue par de nombreux nationalistes serbes et bosniens comme une provocation directe. D'autant plus que la date choisie, le 28 juin, correspond à l'anniversaire de la bataille du Kosovo de 1389, événement fondateur dans la mémoire collective serbe. Cette dimension symbolique renforce la charge politique de la visite, tandis que des organisations clandestines comme la Main Noire, composée en partie d'officiers de l'armée serbe, intensifient leurs activités en soutenant des groupes militants décidés à s'opposer par la violence à la domination austro-hongroise. Parmi ces militants figurent plusieurs jeunes hommes recrutés pour participer à une opération coordonnée visant à assassiner l'archiduc, parmi eux, Gavrilo Princip, Nedeljko Abrinovi et Trifko Grab, tous issus de milieux modestes et influencés par des idéologies nationalistes et révolutionnaires. Ces individus sont équipés d'armes fournies par des réseaux transfrontaliers liés à des éléments de l'appareil militaire serbe, notamment des pistolets FN modèle 1910 et des grenades de fabrication serbe. Leur formation sommaire et leur détermination témoignent d'un mélange d'idéalisme politique et de radicalisation progressive, tandis que leur plan repose sur une coordination fragile et une exécution dépendante de nombreuses variables imprévisibles. Le cortège officiel, composé de plusieurs véhicules décapotables, suit un itinéraire public le long de la Pelke, une artère longeant la rivière Miljacka. En dépit des avertissements concernant des risques d'attentats, les mesures de sécurité restent limitées, reflétant à la fois une sous-estimation de la menace et une volonté de maintenir une apparence de normalité. Les autorités locales, sous la direction du gouverneur Oskar Posiorek, ne mettent pas en place de dispositifs renforcés, ce qui permet aux conspirateurs de se positionner à différents points du parcours avec une relative facilité, chacun attendant le moment propice pour agir dans un climat de tension silencieuse. Vers 10 heures du matin, alors que le cortège progresse, Nedeljko Abrinovi lance une bombe en direction de la voiture de l'archiduc, mais le projectile, après avoir rebondi sur la capote repliée du véhicule, explose sous la voiture suivante, causant des blessures à plusieurs personnes, dont des officiers et des membres du personnel. Cet échec partiel n'interrompt pas immédiatement le déroulement de la visite. L'archiduc, visiblement irrité mais déterminé à poursuivre son programme, se rend à l'hôtel de ville où une réception officielle est maintenue, illustrant une volonté de ne pas céder à la panique malgré la gravité de la situation. À l'hôtel de ville, François Ferdinand exprime son mécontentement face aux conditions de sécurité, mais accepte néanmoins de continuer la visite. Après la réception, il décide de se rendre à l'hôpital pour rendre visite aux blessés de l'attentat. Cette décision entraîne une modification de l'itinéraire initial. Cependant, en raison d'une communication défaillante, le chauffeur du véhicule principal n'est pas correctement informé et emprunte par erreur une rue latérale, ce qui oblige le convoi à ralentir puis à s'arrêter pour effectuer une manœuvre de recul, créant une situation imprévue qui va s'avérer décisive. C'est précisément à cet endroit que Gavrilo Princip, qui avait échoué à agir plus tôt dans la matinée, se trouve par hasard, posté près d'un café, observant le déroulement des événements avec une frustration croissante. Lorsque le véhicule de l'archiduc s'immobilise à quelques mètres de lui, il saisit l'opportunité inattendue, s'approche rapidement et tire 2 coups de feu à bout portant avec son pistolet. La première balle atteint François Ferdinand au cou, sectionnant la jugulaire, tandis que la seconde frappe Sophie Chotek à l'abdomen. Les blessures sont immédiatement critiques, et malgré une tentative de transport vers la résidence du gouverneur, les 2 victimes succombent peu après. L'assassinat provoque une réaction immédiate au sein des autorités austro-hongroises. À Vienne, les dirigeants politiques et militaires considèrent cet acte non seulement comme un crime,
mais comme une attaque directe contre l'intégrité de l'Empire. Très rapidement, l'idée d'une riposte contre la Serbie s'impose, alimentée par la conviction que le gouvernement serbe, sinon directement impliqué, a au minimum toléré les activités des réseaux responsables de l'attentat. Cette interprétation est renforcée par des rapports de renseignement et des pressions internes en faveur d'une action décisive. Dans ce contexte, l'Empire austro-hongrois sollicite le soutien de l'Empire allemand, son principal allié. Les échanges diplomatiques entre Vienne et Berlin aboutissent à une promesse de soutien inconditionnel, souvent désignée comme le chèque en blanc. Cette garantie encourage les dirigeants austro-hongrois à adopter une ligne dure, convaincus que toute action contre la Serbie sera soutenue militairement par l'Allemagne en cas d'escalade, ce qui réduit les incitations à rechercher une solution diplomatique. Le 23 juillet 1914, un ultimatum est adressé à la Serbie, comportant 10 exigences détaillées, dont certaines, notamment celles concernant la participation d'enquêteurs austro-hongrois sur le territoire serbe, sont perçues comme une atteinte à la souveraineté nationale. Le gouvernement serbe, dirigé par Nicolas Pais, accepte la majorité des conditions, mais rejette celles jugées incompatibles avec son indépendance. Cette réponse, bien que conciliatrice dans sa forme, est considérée comme insuffisante par Vienne, qui y voit un refus déguisé. Le 28 juillet 1914, l'Autriche-Hongrie déclare officiellement la guerre à la Serbie, marquant le début d'un conflit qui va rapidement dépasser le cadre régional. La Russie, alliée de la Serbie et se positionnant comme protectrice des peuples slaves, ordonne une mobilisation générale le 30 juillet. Cette décision est interprétée par l'Allemagne comme une menace directe, conduisant à une série de déclarations de guerre en cascade qui impliquent progressivement les principales puissances européennes. Le 1er août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie, suivie le 3 août par une déclaration de guerre à la France, alliée de la Russie, dans le cadre de la stratégie militaire allemande connue sous le nom de Plan Schlieffen. Une offensive est lancée à travers la Belgique neutre afin de contourner les défenses françaises. Cette violation de la neutralité belge entraîne l'entrée en guerre du Royaume-Uni le 4 août, élargissant encore le conflit. Ainsi, en l'espace de quelques semaines, un attentat localisé se transforme en une guerre européenne généralisée, puis en un conflit mondial. Les mécanismes d'alliance, les doctrines militaires rigides et les décisions politiques prises dans un climat d'urgence contribuent à cette escalade rapide. Les historiens soulignent que si l'assassinat constitue un déclencheur, il s'inscrit dans un contexte de tensions accumulées qui rendait une confrontation majeure de plus en plus probable. Gavrilo Princip est arrêté immédiatement après son acte. Lors de son procès, il est jugé coupable mais échappe à la peine de mort en raison de son âge. Étant mineur selon la législation austro-hongroise, il est condamné à 20 ans de prison, qu'il purge dans des conditions difficiles. Il meurt en 1918 des suites de la tuberculose. Son geste est interprété différemment selon les contextes nationaux et politiques, oscillant entre condamnation et glorification. Les enquêtes menées après l'attentat révèlent des liens complexes entre les conspirateurs et certains membres de l'appareil militaire serbe. Bien que le gouvernement serbe nie toute implication directe, des éléments indiquent une forme de soutien indirect ou de tolérance. Cette ambiguïté alimente les tensions diplomatiques et justifie, du point de vue austro-hongrois, la décision de recourir à la force. À Sarajevo même, les conséquences immédiates incluent des violences dirigées contre la population serbe. Des commerces sont pillés, des habitations détruites. Ces réactions illustrent la fragilité du tissu social dans une région marquée par des divisions profondes. Les autorités impériales peinent à contenir ces débordements, révélant les limites de leur contrôle sur le territoire. Dans les grandes capitales européennes, les réactions oscillent entre enthousiasme patriotique et inquiétude. Des foules se rassemblent pour soutenir les décisions gouvernementales, tandis que certains observateurs expriment des craintes quant à l'ampleur du conflit à venir. Ces tensions entre mobilisation et appréhension caractérisent les premiers jours de la guerre. Les mois suivants confirment la gravité de la situation. Les offensives initiales se transforment rapidement en une guerre de position, notamment sur le front occidental. Les pertes humaines atteignent des niveaux sans précédent, remettant en question les stratégies militaires traditionnelles et plongeant les sociétés européennes dans une réalité de guerre totale. Avec le recul, l'assassinat de Sarajevo est interprété non comme une cause unique, mais comme un catalyseur révélant des tensions structurelles profondes, impérialisme concurrent, nationalismes exacerbés, rivalités économiques et militaires, absence de mécanismes efficaces de résolution des conflits. Cette lecture s'impose progressivement dans l'historiographie moderne. Enfin, l'analyse détaillée de cette journée met en évidence le rôle du hasard dans le cours de l'histoire, l'erreur de trajet du chauffeur, la présence fortuite de principes à proximité, l'absence de coordination parfaite entre les conspirateurs, autant d'éléments contingents qui,
combinés à des dynamiques structurelles, ont contribué à déclencher une série d'événements aux conséquences mondiales durables.